Bonjour à tous. D'abord vous dire qu'on est ravis d'être là, hein, parce qu'on est ravis surtout de témoigner, de faire témoignage de ce qu'on est en train de monter actuellement. Donc moi je suis Mathieu Marchal, j'ai fondé et écrit et je dirige les chaudronneries. Je vais vous expliquer tout de suite. Et donc Mélanie, je te présente rapidement, mais tu te représenteras après. Et donc Mélanie Fiolo qui est en charge de la coordination générale et en charge du développement territorial sur les chaudronneries. Alors, rapidement, vite fait, un plan de ma présentation. L'idée, c'est que je vais rentrer tout de suite dans le concret de qu'est-ce que les chaudronneries, sa fonction, enfin ses fonctions, ses dispositifs. Je repasserai après sur des questions plus théoriques ou politiques même. Et puis on reviendra dans le concret justement avec Mélanie sur un des dispositifs qu'on met en place aux chaudronneries. Alors, d'abord, concrètement, les chaudronneries, c'est quoi ? C'est un espace de 1800 mètres carrés à Montreuil qui a de très belles verrières. Il y a 10 mètres sous verrière, donc c'est magnifique. Un établissement industriel, enfin ex-établissement industriel, puisque a priori, à partir de 1920, il a été construit en 1920 pour accueillir une chaudronnerie, donc des chaudronneries, les chaudronneries de Montreuil. Donc, pour faire court, la fabrication, manipulation de métaux, pour faire très court. Ce bâtiment, aujourd'hui, appartient à un propriétaire, pour ne pas le nommer Richard Choucroune, qui a racheté le bâtiment il y a presque 15 ans, à peu près 15 ans. Alors, aujourd'hui, le bâtiment est séparé en 3 activités. Première activité, de l'import-export d'élastique. Voilà. Okay. Appartenant également au propriétaire, évidemment. Donc c'est l'entreprise native d'ailleurs du propriétaire qui a récupéré cette entreprise de son père. Il y a une entreprise qui existe depuis 1963 d'ailleurs. L'autre partie, sur 800 mètres carrés, accueille de la location d'espace, notamment pour le secteur audiovisuel. Donc on a beaucoup là-bas, on accueille beaucoup de clips vidéo, de clips publicitaires, d'émissions de télé, voilà, tout ce genre de choses, et également des événements professionnels type séminaires, conférences, voilà, ce genre de choses. Et la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, enfin celle sur laquelle on va se concentrer, c'est la résidence d'économie sociétale qui, elle, se situe donc au devant de l'établissement sur un immeuble de bureaux qui fait à peu près 450 mètres carrés. Donc il n'est pas si grand que ça par rapport à l'ensemble du bâtiment. Mais je vous présente l'ensemble parce que cette résidence est née justement dans cette volonté de faire écosystème. Alors, donc la résidence d'économie sociétale. Évidemment, je fais une petite mise en garde. On va pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque élément même philosophique ou politique. Je vais essayer d'un peu de couper comme ça au sabre les éléments qui vont nous intéresser là tout de suite pour poser les discussions. D'abord, justement, l'établissement, la résidence d'économie sociétale, d'abord a pour vocation d'accueillir, accompagner, développer des entreprises qui ont une vocation a priori sociétale. Je vous donnerai après les définitions de ce qu'on entend ou ce qu'on pourrait entendre par sociétal. Mais il est pensé, la résidence est pensée comme un écosystème dans lequel apparaissent 3 dynamiques importantes: les espaces de travail partagés, le co-développement et la recherche, et la coopération d'affaires. Alors je dis dynamique parce que on les pense plutôt comme des trajectoires, dans des chemins faisants. L'idée, c'est de poser un socle, mais qui va être en permanence rebasculé, retoqué par l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, et les parties prenantes, justement, avant de rentrer dans le détail des dynamiques, les parties prenantes sont d'une part donc les résidents qui vont résider dans cet établissement. Et ces résidents, c'est quoi ? Enfin, c'est qui ? Ce sont des individus ou des groupes d'individus qui ont une entreprise, une association, qui sont travailleurs indépendants, pourquoi pas, dans des secteurs très variés. On passe, puisque là on a tous nos résidents, on passe de l'agroéconomie à l'anthropologie, au design, au secteur culturel, artistique, aux nouvelles technologies, et j'en passe, voilà. Donc on a à peu près aujourd'hui 28 structures. 31, n'importe quoi, 31 structures, très bien, il est à jour le type. 31 structures. Voilà, donc de secteurs très variés. Hein. J'insiste sur le fait que ce soit très varié, puisque ça a été le critère de départ pour monter l'établissement, de veiller à ce qu'il y ait une grande pluralité d'acteurs, de ressources, de savoir-faire, d'expérience. Mais également dans les
pour faire très court, dans les bénéficiaires ou dans les parties prenantes, on compte aussi évidemment le territoire proche, le micro-territoire. C'est-à-dire les gens, les habitants du quartier, les maisons de quartier, les entreprises du quartier. Alors ça, on a déjà commencé le travail de rapprochement, mais c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais, qui sera en fait en permanence remis à jour auprès de l'établissement. Et puis un petit détail là-dessus, c'est qu'on considère aussi partie prenante les prestataires, c'est-à-dire les gens qui, par exemple, nous proposent la fibre dans l'établissement, les gens qui nous proposent les machines à café ou le café, les entreprises qui nous proposent de faire le nettoyage. On considère aujourd'hui qu'on ne peut plus juste être dans une vision servicielle, uniquement se dire j'ai besoin de ça, donc j'amène une entreprise, et puis hop, on s'en tient juste à ces relations-là. L'établissement a pour vocation également d'introduire, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. Donc également les prestataires de services qui peuvent être derrière. Je ne vous explique pas toutes les méthodologies qu'on emploie là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, trois grandes dynamiques. D'abord, les espaces de travail partagés. Donc, en gros, les espaces de travail partagés, c'est 450 mètres carrés de bureaux, plus une grande terrasse, salle de réunion, salle de téléphone, enfin, on va dire, toutes les commodités, on va dire, contemporaines du travail aujourd'hui. Mais la particularité, c'est qu'on invite à l'implication, c'est même plus qu'on invite, ça fait partie du dispositif, les résidents sont impliqués dans la vie du lieu. Notamment, on écrit des protocoles de vie collective, puisque c'est un des sujets phares de l'établissement, de réfléchir et de chercher comment aujourd'hui on travaille. En fait, la notion du travail, notamment la notion du travail collectif, comment on travaille ensemble. Et du coup, dans cette logique-là, on est en train de développer avec les résidents, enfin on va développer avec les résidents une logique justement d'économie circulaire, on peut l'appeler autrement par ailleurs, mais l'idée est de transformer l'établissement en système circulaire total aux horizons de 5 ans à peu près. Et donc avec l'aide des résidents, parce que le choix a été fait de ne pas être circulaire avant l'ouverture, mais plutôt de se dire construisons ensemble ce qu'est la circularité et voire critiquons ce qu'est la circularité également. Donc dans une démarche aussi de recherche. Voilà, un deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle le co-développement et recherche. Alors là justement c'est concrètement basé sur la pluralité des résidents. Comme vous l'avez compris, on a des personnes qui viennent d'horizons très divers, très variés. Et l'idée c'est donc de permettre à chacun d'être un levier potentiel aux autres. Donc chaque entrepreneur accompagne chaque entrepreneur. Et donc c'est ça le co-développement, c'est qu'on n'a pas de tuteur qui va accompagner spécifiquement les résidents, mais c'est l'ensemble de cette complexité de savoir-faire, d'expérience qui est mis en synergie pour que chaque projet puisse se développer. Alors ça demande quelques dispositifs quand même, c'est-à-dire on met en place des ateliers qui permettent ce genre d'interaction. Parce que d'expérience, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on met des gens dans la même salle qu'ils vont réellement collaborer ensemble et réellement surtout s'aider et être solidaires dans le développement de leur projet. Je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres choses à dire dessus, mais je pense que c'est déjà l'essentiel. Et le troisième dispositif ou la troisième dynamique, c'est la coopération d'affaires. Donc en gros, c'est pour équilibrer cet ensemble. Il s'agit, sur le même principe, de se baser sur la pluralité donc, des résidents, mais également du réseau éloigné, pour répondre à des problématiques et des enjeux de territoire. Alors, la question de la délimitation du territoire a été posée, et c'est un élément très important pour nous, on pourra en reparler. Et l'idée, donc, c'est de répondre à des marchés publics, à des prestations, à des commandes, qui auraient toutes pour finalité, ou en tout cas toutes pour initiative surtout de questionner et penser le rapport au territoire. Je vais m'en tenir là-dessus. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais je vais m'en tenir là-dessus pour l'instant. On verra si j'ai le temps après pour en dire plus de choses. Alors, si je dois retenir une seule chose sur ce triptyque de dispositifs, si je dois couper un peu dans l'art parce que le temps me manque, je voudrais juste discuter d'un seul principe d'action ou d'une seule philosophie d'action qui est sur l'ensemble du dispositif. C'est la solidarité économique. Le bâtiment, enfin la résidence d'économie sociétale prend sa base sur cette question-là, sur la solidarité économique auprès des entrepreneurs. Et donc ça s'incarne sur deux éléments en particulier. D'une part, les tarifications,
puisque donc l'accès à cet environnement, bien sûr, demande une certaine tarification. Cette tarification est étudiée en fonction des capacités financières des entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de toujours veiller à ce que l'entrepreneur ait bien un reste à vivre suffisant qu'il ne mettrait pas à défaut sur le développement de son projet. Donc 3 tarifs, un tarif réduit, un tarif intermédiaire, un tarif normal. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'on paye plus qu'on a plus. Évidemment, c'est un système solidaire. Donc celui qui paye plus permet à celui qui paye moins, enfin qui a moins de capacité financière, d'intégrer l'établissement. On pourrait entrer encore dans le détail là-dessus. Et le deuxième dispositif qu'on met en place, et c'est celui le plus complexe à mettre en place, mais peut-être le plus intéressant à terme, c'est un fonds de solidarité économique qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs qui se trouveraient en difficulté ponctuelle lors du développement de leur projet. Alors, difficulté ponctuelle, ça veut dire soit structurelle, au sens sur leur forme juridique. Ils ont des problèmes de trésorerie, des questions comme ça, mais aussi difficulté individuelle. Je m'agrandis familialement, je n'arrive plus à payer mon loyer, ce fonds est dédié à ces types de difficultés-là. Et donc ce n'est pas un fonds remboursable, hein, c'est un don qui est alimenté donc, par plusieurs sources, notamment 3% du chiffre d'affaires de l'établissement lui-même, 50 € d'inscription, donc l'inscription des résidents au dispositif qui est de 50 €, et par des contributions libres. Donc c'est un petit fonds, mais un fonds qui sert largement à débloquer les situations, des mauvaises situations. Alors, c'est là où en fait on va s'intéresser au fond du problème, surtout. Donc, là, je vais vous donner quelques clés sur les questionnements ou les points de réflexion qui font socle dans le dispositif des chaudronneries, de la résidence d'économie sociétale, notamment. Alors, d'abord, une première réflexion autour de la dichotomie ou de l'opposition qui est faite entre privé et public. Aujourd'hui, on voit que les frontières sont de plus en plus floues. Il est difficile vraiment de cerner, en fin de compte, ce qui est de l'ordre strictement du public, qui n'induit pas en réalité une relation au privé, d'abord et avant tout, c'est-à-dire à l'individu et aux intérêts privés. Et inversement, dans le privé, il est difficile de comprendre aussi qu'est-ce qui n'est pas en fait de l'ordre public au sens de l'action. Alors, la question qui est posée, du coup, et qu'on pose, c'est quels sont les impacts de l'initiative privée sur le public ou sur le commun. Là, c'est un peu criant aujourd'hui, puisque c'est des questions très clairement posées aujourd'hui, notamment sur les questions environnementales ou sur la question de la nature, sur les questions humaines, les questions psychosociales, le bien-être au travail, ces questions-là, les questions sociales. Donc, qu'est-ce qu'on produit en réalité quand on fait une action privée en tant qu'entrepreneur, par exemple? Qu'est-ce qu'on produit comme société d'une certaine manière? Donc, en quoi, en fin de compte, le privé n'est pas public? Et en quoi, inversement, les enjeux de gouvernance et de gestion publique ne sont pas face à leur propre contradiction d'intérêt privé? Et alors, c'est un peu criant aujourd'hui, mais les élections présidentielles mettent clairement ça en avant, autant sur les failles et sur les affaires qui ressortent à droite à gauche, mais aussi tout simplement sur les sujets de campagne. Les sujets de campagne sont clairement visés sur cette dichotomie-là. Qu'est-ce qui est de plutôt de privé, qu'est-ce qui est plutôt de privé, de public. Et le postulat donc des chaudronneries, c'est plutôt de se dire, alors c'est très contextuel ce postulat, c'est de dire l'entreprise doit être, et elle ne peut pas faire autrement de notre point de vue, doit être un outil du commun. Ça doit être déjà d'emblée un outil du commun, mais parce que ça l'est en fait, parce que ça l'est déjà. Donc voilà pour la première notion, pour en reparler encore, je vais passer outre. Alors là, ce que je vais vous expliquer là, c'est vraiment le cœur de la dynamique chaudronnerie. Les chaudronneries, au-delà d'être un lieu d'accueil, d'accompagnement et de développement d'entreprise, se positionnent comme un lieu de recherche. Et attention, recherche pas au sens universitaire, nous n'en avons pas ou peu les épaules, disons, mais plutôt de recherche en disant qu'il est important aujourd'hui de se saisir d'une dynamique de recherche permanente dans un établissement pareil qui prétend faire de l'économie sociétale. Alors du coup, c'est de la recherche, notamment dans la définition de ce que peut vouloir dire économie sociétale. Si j'essaye de le définir très rapidement, ça serait en gros une économie qui, au-delà d'offrir
une stabilité financière à ces entrepreneurs, à ces initiateurs, offre de réelles perspectives de développement économique, environnemental, humain, aux ressources et aux territoires qu'elle sollicite. En gros, elle sollicite dans son chemin beaucoup de choses, des ressources, et l'idée c'est de se dire comment on peut les développer. Alors, justement, là-dessus, j'essaie de faire court, hein, c'est un peu... donc, le sujet de prédilection des chaudronneries, c'est donc de s'intéresser au mode et au processus de production. Alors, je vais vous faire un petit cas de figure, un petit schéma rapide. La production, de manière générale, d'objets, de formes, de services, est pensée communément sous ce format-là. Un point A, un point natif, l'entrepreneur ou le groupe d'entrepreneurs, qui vise un point B, hypothétique, rêvé. Voilà. Et de là, on tire une droite. Okay, on se dit, OK, il faut que j'aille là-bas. Là-bas, c'est mon chemin, même s'il va être un peu différent à la fin, c'est mon chemin. Et du coup, l'ensemble des ressources est assujetti à cette vision-là. Donc, les ressources humaines, les ressources naturelles ou transformées, et aussi les ressources territoriales, c'est-à-dire les conditions territoriales dans lesquelles elles agissent. La question de la fiscalité, la question de l'administration, qui facilite ou freine le développement d'entreprises. Donc, elle est assujettie à ce système-là. On va essayer justement de se replacer différemment, changer un peu de plan. Alors, si je refais ce schéma-là différemment et avec les visions que les chaudronneries défendent, le point A reste toujours. Il y a bien un natif, il y a bien un départ, et il y a bien une vision à terme. Cette vision à terme reste hypothétique, mais elle est un chemin faisant qui est nécessaire, en tout cas, pour se projeter, pour avancer. Cette fois-ci, les ressources sont pensées toujours de la même manière, dans leur utilité de départ, c'est-à-dire il me faudra telle personne, il me faudra telle ressource, il me faudra, d'accord ? Mais elles sont pensées dans leur complexité. Et voilà la différence, c'est qu'elles sont pensées comme des écosystèmes en soi. C'est-à-dire chaque individu impliqué, chaque ressource impliquée est considérée dans l'ensemble de ses problématiques, de ses complexités, de son histoire, de sa culture. Et donc, comme des projets qui ont une vie hors du projet, enfin comme des ressources qui ont une vie hors du projet de l'entrepreneur. Et donc on pourrait imaginer, alors là c'est tout à fait schématique et théorique, on pourrait imaginer qu'au lieu que le chemin soit linéaire, que le chemin s'adapte, se transforme au contact de ces futures ressources ou de ces ressources. Alors, on pourrait vous expliquer dans le détail comment ça se passe. Je vais me garder aujourd'hui d'en parler là tout de suite, ça serait un peu long. Mais voyons juste l'univers que ça ouvre derrière. Et c'est ce qui est en fin de compte expliqué, hein, plus ou moins dans les mêmes, concrètement dans les présentations d'avant. Donc, chemin faisant, le porteur de projet de départ, le A, va adapter son processus, son mode de fabrication au regard des différentes ressources. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est dans une, et je vais vous le rappeler tout à l'heure, il est dans un triptyque qui me semble essentiel aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle le soin, l'épanouissement et l'émancipation. Donc 3 notions extrêmement importantes. Et donc, ça veut dire quoi ? Le soin, l'épanouissement et l'émancipation de l'ensemble des acteurs impliqués dans une chaîne de production. Et si on essaye de se tenir à ce principe, qui pour l'instant très dogmatique, hein, évidemment posé comme ça, on ne sait pas trop d'où il vient et s'il est possiblement réellement actif, tout du moins on essaye de le mettre en place. Dans cette logique-là, on peut imaginer que, en réalité, c'est un système de ramification. C'est que si je suis dans le soin, donc je fais attention aux interlocuteurs, aux ressources, je prends soin, je veille à ce que ce que je fais n'épuise pas ma ressource. Si après cette prise de soin, je suis dans la question d'émancipation. Je veille à ce que l'ensemble de ces ressources-là s'émancipent et que le territoire, les individus, la nature que j'exploite, en fin de compte, peut continuer à s'émanciper. D'ailleurs, je voulais dire épanouissement, pardon. S'épanouit. Et donc, dans un second temps, puisqu'elle est épanouie, la troisième idée, ça serait de dire que, en fin de compte, ce système de production permet l'émancipation, justement, c'est-à-dire le fait de sortir de ma production, de sortir du carcan que je leur ai donné au départ. Et ça serait ça, pour moi, un des objectifs aujourd'hui productifs d'une entreprise, c'est de veiller donc à ces 3 éléments-là. Et ainsi, développer des points B
mais des points B qui seraient liés directement aux ressources. Les ressources génèrent des points B grâce notamment au processus de projet que j'ai mené. Donc je garde bien mon objectif B, moi, mais je permets aux autres de développer leur propre objectif B, en gros. Et donc les ressources deviennent des A, si je prends ce schéma théorique. Alors donc je rappelle, soins, épanouissement, émancipation, on pourra en reparler après. Je vais essayer de faire court, il me reste 2 minutes, comme ça après je passe la parole à... Je me suis mis un petit chrono pour être un peu précis, parce que sinon je dis 20 minutes et puis en fait je déborde. Donc soins, épanouissement, émancipation. On aura l'occasion d'en reparler, mais à mon avis c'est un triptyque et même temporel. Donc d'abord soins, épanouissement, émancipation, après on peut le repenser évidemment différemment. Et donc, si je reprends mon schéma de départ, en fait il était un peu imparfait mon schéma de départ, puisqu'on peut considérer que les chaudronneries est une forme, au sens symbolique du terme, alors physique également, mais au sens symbolique, une forme esthétique, une forme politique, une forme d'engagement qui est et qui vit parmi d'autres formes politiques d'engagement, notamment sur son territoire. Alors ce que je vais appeler son territoire direct, c'est-à-dire le voisin en face, la friche juste à côté des chaudronneries, la collectivité aussi, pourquoi pas, les associations directes, les maisons de quartier, qui, elles, ont des objectifs et des intérêts propres. Et l'idée des chaudronneries, c'est de se dire, en fin de compte, comment, par mes propres intérêts, par le fait que je sois ancré sur un territoire, je prends dès le départ en compte cette pluralité et cette complexité. Et donc le sujet même des chaudronneries, c'est la complexité. C'est de considérer la complexité comme un atout et un levier de développement. Je vais m'en tenir là, c'est très théorique, vous allez me dire, mais justement on va passer à du concret avec Mélanie, si tu veux bien, sur justement un des dispositifs qu'on a mis en place, mais qui n'est l'expérience d'une seule entité. On en monte au moins 3, 4, même plus que ça, 4, 5, 6 par mois. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Du coup, je te laisse faire le petit slide. Donc, comme disait Mathieu en début de présentation, je suis en charge de la coordination générale et du développement territorial des chaudronneries. Sachant que dans l'ADN des chaudronneries, la question du territoire a été un axe très très important. Avant même que je rejoigne Mathieu dans le projet, il a écrit entre autres le projet des chaudronneries en rencontrant les acteurs du territoire proche. Les chaudronneries, donc, c'est une ancienne usine située à Montreuil, donc c'est le territoire phare en effet de la Seine-Saint-Denis est très à la mode ce matin, mais en effet c'est peut-être pas anodin puisqu'il s'y joue beaucoup de problématiques. Et donc le territoire de Montreuil, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, c'est une commune qui est juste à côté de Bagnolet, collée à Paris, desservie par le métro, entre autres jusqu'à plus ou moins la moitié. Les chaudronneries, vous voyez, on est sur la partie bleue, celle qu'on appelle le Haut-Montreuil, plus de métro, et donc une dynamique qui est un peu différente de celle du Bas-Montreuil. En l'occurrence, on est sur un quartier qui s'appelle le quartier, alors qui en croise plusieurs, les Grands Pêchers. Grands Pêchers parce qu'il y avait vraiment des pêchers, les murs à pêche. Les Grands Pêchers, les murs à pêche parce qu'il y avait vraiment en effet une production de pêche à Montreuil. Et le Bel Air. Ce sont des quartiers politiques de la ville. Pour la faire très, très rapide, c'est un découpage administratif où on cible des politiques prioritaires pour des quartiers qu'on a identifiés par rapport à des indices d'insertion professionnelle, du logement, de la scolarité. On prend plein d'indices socio-économiques et on décide que des quartiers sont prioritaires. Il s'avère que toute la zone qui entoure les chaudronneries est un quartier politique de la ville. Ce qui, évidemment, pour nous, change tout dans l'approche de notre projet. Il était évident qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on ait une trentaine de projets qui arrivent tous les jours dans ce lieu et qui repartent le soir comme s'ils allaient travailler ailleurs. On voulait vraiment éviter ce côté hors sol. Et donc notre approche avec Mathieu et l'approche des chaudronneries, c'est justement d'intégrer cette complexité du territoire. Et depuis le début de l'écriture de ce projet et maintenant dans sa mise en place, puisque peut-être qu'il n'est pas été très clair, on a donc les 31 résidents, le lieu, les bureaux, donc toute la partie espace de travail partagé commence dans 2 semaines, mais on a déjà commencé des dispositifs de co-développement, de recherche, on est déjà très en lien avec les résidents. Et donc nous, toute cette approche-là, on ne pouvait pas la faire
avec une approche qui aurait été un peu descendante, d'imaginer qu'on avait une réponse à plein de choses, puisqu'on avait une expertise, et qu'en plus on était entouré de 31 projets qui eux-mêmes en avaient une. Donc il fallait absolument que cette expertise-là, cette sensibilité, cette lecture du territoire, elle vienne se cumuler avec celle de tous les acteurs du territoire. Donc on travaille en rencontrant les militants associatifs, les travailleurs sociaux, puisqu'un quartier politique de la ville, ça veut dire des institutions publiques type centre social avec des objectifs très précis, des antennes de quartier, une régie de quartier. Donc, et s'il était évident pour nous que ces acteurs-là devaient faire partie du diagnostic qu'on allait élaborer. Et donc, on a, dans le cadre d'un des dispositifs justement de co-développement, on a un petit module qui s'appelle Ailleurs, qui se passe tous les 2 mois. Et l'idée est d'amener les résidents en dehors des chaudronneries et d'aller à la rencontre du territoire. Le premier Ailleurs prenait la forme d'une marche urbaine. Ici, en fait, la photo que vous avez, c'est le résultat, c'est la restitution, un des derniers petits exercices de cette marche urbaine. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir à travers la marche, un autre ressenti du territoire, une autre approche plus sensible. Et du coup, on a sous-titré cette marche urbaine à l'écoute du territoire. C'est une marche qu'on a voulu co-construite avec les acteurs locaux. C'est une nouvelle fois, ça nous semblait évident qu'on n'allait pas arriver avec la trentaine d'acteurs se balader dans le quartier politique de la ville. Et donc, on a travaillé avec l'antenne de quartier, qui nous a aidé à définir, on a co-défini ensemble des axes de travail, des parcours, et on a défini ensemble des problématiques et donc des guides. Et les guides sont venus encore plus alimenter ces problématiques. Les guides, donc là vous avez, on voit sur cette page-là le monsieur qui est là, c'est Vincent. Et Vincent, il vit dans le quartier depuis 20 ans et il est militant associatif, engagé dans à peu près 3-4 associations des murs à pêche. Et c'est un passionné de son quartier. Il a pris un congé ce vendredi-là pour venir nous faire une visite du site des murs à pêche. On a aussi organisé une rencontre avec Safi, qui a ici l'Impair Blanc, qui est une habitante du quartier, salariée de la régie de quartier depuis 15 ans, qui du coup, elle a souhaité raconter les transformations urbaines et donc sociales de son quartier. Et on a une troisième... donc il n'est pas en photo. On avait un troisième parcours assuré par Omar, qui est le directeur du centre social, qui a ouvert il y a 3 ans désormais dans le quartier, après un gros projet de rénovation urbaine et sociale. On a voulu vous raconter cette marche urbaine et vous montrer cette marche, notamment parce qu'elle raconte notre approche du territoire, c'est-à-dire de la co-construction, de mobiliser les acteurs qui, selon nous, dans leur lecture, viennent enrichir encore plus l'approche, rendre les choses plus fines et du coup définir pour nous le travail qu'on va mener avec les résidents. On part d'un diagnostic. Il s'avère que le diagnostic, on l'a élaboré avec l'antenne de quartier quand on a constaté que pour beaucoup de nos résidents, la notion politique de la ville, ça évoquait pas grand-chose. Là, on s'est dit que c'était quand même nécessaire qu'ils prennent conscience de cette réalité-là. On a travaillé avec l'antenne de quartier qui nous a renvoyés vers des acteurs qui aujourd'hui sont en train de devenir des partenaires pour que vous ayez une idée très concrète de ce qu'on entend par partenaire. C'est d'élaborer ensemble des diagnostics et de voir comment on peut y répondre en coopération. De manière très concrète, le directeur du centre social, Omar, pointe du doigt le fait que dans ces quartiers politiques de la ville où il y a des crédits supplémentaires qui vont arriver. En plus, un des quartiers est un éco-quartier, donc il y a de l'argent. Une des problématiques qu'il soulève, lui, c'est que ces crédits vont principalement à des experts, des gens qui ont une ingénierie extérieure, qui viennent, qui font des choses très intéressantes, et ça, pour le coup, il ne le remet pas en question, mais qui, du coup, viennent en tant que prestataires et repartent. Et on est dans un quartier où, entre les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, 20% d'entre eux n'ont même pas le brevet des collèges. Donc avec des réels problèmes d'insertion professionnelle. Du coup, un quartier qui est en pleine rénovation urbaine, mais où finalement les problématiques sociales ne sont pas solutionnées pour autant. Donc, problématique qui fait partie typiquement de l'approche des chaudronneries. Comment, avec ce diagnostic,
Et notre arrivée à nous, on évite justement de nous prendre des crédits parce qu'on a une expertise, mais on essaye plutôt d'être un lieu ressource et de faire levier en partenariat avec le centre social. Une première problématique issue de ces marches urbaines. Il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres, des problématiques environnementales, puisque le site des murs à pêche est au cœur d'une tension entre préservation d'un site plutôt exceptionnel en Seine-Saint-Denis versus l'aménagement du territoire et du coup peut-être la nécessité d'un développement urbain. Donc voilà, on est sur ces approches-là et je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être même d'autres photos de la balade qui enchaînent, je ne sais plus. En tout cas, l'idée aux chaudronneries, c'est d'être par rapport à cette question du territoire et par rapport aux choses qui ont été soulevées depuis ce matin. Donc je conclus, c'est sur un changement de positionnement aussi en tant qu'acteur quand on arrive sur un territoire, d'être sur quelque chose qui tient beaucoup plus compte de son contexte et des partenaires qui sont déjà situés sur le territoire. Très bien, peut-être juste dire un petit mot sur cette balade urbaine. On avait invité l'école Parsons, donc l'école de design, je ne sais pas si vous la connaissez, j'imagine, à participer à cette marche urbaine. Donc on a eu un petit succès parce qu'il n'y a eu que 3 étudiants, mais c'était très chouette que les anglophones... et justement, on était intéressés par l'injonction, en fin de compte, que c'était que de faire venir des personnes qui ne vivent pas dans ce quartier, mais même pas en France, à venir participer à cette balade-là. Et ça faisait partie du coup du sujet d'étude de ces étudiants-là, que de venir témoigner d'une marche auquel ils ne comprenaient rien, parce que concrètement ils ne comprenaient rien, parce qu'ils ne parlaient pas français, et avec leur appareil photo. Et c'était clairement pour nous un objectif de départ, c'est-à-dire mais voyons ce que c'est que cette injonction-là, justement, de venir avec ses gros sabots en disant on va voir ce que c'est qu'un quartier politique de la ville. Donc voilà, pour vous dire aussi qu'on est intéressé à expérimenter, mais sous l'ensemble de ces questions-là. C'est-à-dire autant la question, on va dire, bienveillante, en tout cas dite bienveillante, de se dire on va voir, on va les soigner, tout comme la question de se dire mais en fin de compte, est-ce que c'est la bonne démarche d'être dans cette vision un peu maternante et pas plutôt dans une vision où non, on joue le jeu, on n'est pas du tout les mêmes cultures, on n'est pas du tout les mêmes manières de faire et puis on y va. Puis on y va quand même. Donc les deux nous intéressent, c'est-à-dire que l'attention qui est générée par cet ensemble nous intéresse. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention.